Bon, il y a longtemps qu'on se connaît, hein, on se connaît depuis les années 70. C'est ça. Moi, je t'appelle toujours Guigui, hein, mais ton vrai nom, c'est Saïd Ahmed Saïd Mohamed Jafar. C'est ça. Euh, mais tout le monde t'appelle Guigui. Et c'est Hein. plus long que ça encore. C'est plus long C'est que ça. Saïd Ahmed, Saïd Mohamed, El Amjad, Bel Saïd Jafar, El Masseli. Là, tu racontes toute la Voilà, toute la lignée. Toute la lignée. lignée, ouais, c'est ça. Donc, mais tout le monde, tu es connu partout, en France comme aux Comores, sous le nom Sur le de nom de Guigui. Guigui. De Guigui. Ouais, on se connaît donc depuis les années 70, quand tu es arrivé comme étudiant. Hein. Tu as participé à la transformation en tant que jeune étudiant de l'association, la SEC, l'Association des Oui, stagiaires et étudiants des Comores. c'est Hein. ça. Et puis, on a milité ensemble, et puis tu as fait des allers-retours entre ici et les Comores. Hein. Tu as, C'est ça. tu as participé à la création du Front démocratique. Ouais. Aussi. Et puis tu as connu aux Comores la répression, la prison, Oui. du temps de Bob Denard. l'affreux Bob Denard. Oui. Et euh, tu as, euh, tu as témoigné même à son procès. Oui. Hein. Et donc, pendant, pendant toute cette période, après tu es revenu en France et puis tu as été éducateur de prévention dans les quartiers. Hein. Mhm. Et puis pendant tout ce temps, tu as toujours dit que tu retournerais aux Comores. Hein. Mhm. Et bien maintenant c'est fait. L'été dernier, tu es reparti aux Comores, définitivement, ce qui n'empêche pas de continuer les allers-retours. Bien Hein. sûr. Voilà. Et bien on va te poser, je vais te poser trois types de questions. Euh, premièrement, sur, concernant ce retour aux Comores et la situation aux Comores. Deuxièmement, bien entendu, la situation de Mayotte, et en particulier les derniers événements. Et troisièmement, un sujet dont nous avons parlé tous les deux, qui est 68 aux Comores. Maintenant, Guigui, parle-nous de ce retour au pays. Alors, avant de parler du retour en lui-même, euh, j'aimerais peut-être faire un peu une petite rétrospective des choses acquises ici et que je voudrais avoir pour base de travail quand je rentre au pays. En fait, toute l'expérience militante que j'ai eue en France, puisque j'ai milité dans des mouvements politiques quand j'étais jeune étudiant, euh, dans la gauche de la gauche. J'ai milité dans le syndicalisme, à la CGT, puis j'ai milité aussi à Survie euh, pour combattre la France-Afrique. Et j'ai participé à différents mouvements sociaux, politiques euh, en France. Je me rappelle aussi du comité Ibrahim Ali, pour lequel on s'était beaucoup mobilisé. Donc j'ai participé à des luttes, somme toute, citoyennes à l'international. Et puis aussi dans le cadre de mon travail en tant qu'éducateur spécialisé, où j'ai dû prendre des positions aussi euh, sur le problème de l'intégration, de l'insertion sociale et professionnelle, la situation des familles et comment traiter toutes ces questions-là. En bref, j'ai beaucoup appris et c'est fort de toutes ces expériences-là que je vais rentrer au pays. Et puis les études aussi, puisque après des études d'anglais, j'ai fait des études dans le domaine social euh, pour avoir une palette un peu large des actions possibles. Alors pour le retour, j'avais décidé euh, d'abord de rentrer une première fois avec femme et enfants et bagages et tout, m'installer aux Comores. Euh, Ce passage-là a duré 2 ans, pendant lesquels j'ai rencontré
les mercenaires, j'ai rencontré la prison au pays, j'ai rencontré des difficultés, on est revenu ici. Et là, je me suis et arrivé à la retraite, donc je me suis dit, le moment est venu de repartir avec toute l'expérience que j'ai eue ici et aller voir comment l'investir, comment la réinvestir au pays. Alors j'arrive en août 2017 et dans un contexte spécial, nouveau, puisque j'entends parler d'assises nationales à cette époque-là. Quand je suis rentré en août, j'ai réintégré le comité mahorais de la Grande Comore, et puis le mouvement du 11 août, qui a été créé en 2015, août 2015, après les Jeux de l'océan Indien, lorsque les sportifs comoriens sont partis, ont quitté le stade au défilé même à l'ouverture, quand ils ont vu que, contrairement à ce qui était prévu, les sportifs mahorais, donc de Mayotte, défilaient sous le drapeau français avec la Réunion, sous le drapeau la France de l'océan Indien, alors qu'était prévu qu'ils défilent sous le drapeau des Jeux de l'océan Indien. Donc ils ont considéré cela comme un mépris, une trahison de la France vis-à-vis des Comores, et les sportifs comoriens ne pouvaient pas dans ce contexte-là fermer les yeux et jouer les Jeux. Donc ils ont décidé de rentrer. Et ils sont sortis du stade, ils ont rejoint le campus, ils ont demandé à ce qu'on les rapatrie de suite. Et voilà qu'on affrète un avion et ils rentrent au pays. Mais ils sont reçus en héros pour la position qu'ils ont prise. Certains disant que dans les Jeux sportifs, on ne faisait pas de la politique. Or, précisément, là, la France fait de la politique dans les Jeux sportifs. Aurait-elle le seul droit de faire de la politique et détourner les Jeux des enjeux qu'ils avaient en eux-mêmes? En tout cas, les Comoriens ont trouvé que les sportifs avaient raison. Et pendant l'accueil, la manifestation d'accueil de ces sportifs, il s'est créé le mouvement du 11 août, rassemblant la société civile, les associations du pays, et donc qui ont demandé, qui ont voulu qu'on fasse enfin le bilan de la quarantaine d'années d'indépendance. Et cette demande-là a duré 2 ans, donc on arrive aux 42 ans lorsque les assises ont lieu, puisque le premier président Iqlilu n'avait rien voulu entendre sur des assises de bilan, et Azali, quand il est arrivé, il lui a fallu un certain temps pour accepter de le faire, et 1 an on va dire, et en juillet 2017, il accepte officiellement, publiquement, qu'il fera les assises et qu'il s'y engagera, qu'il y mettra des moyens. Et donc il accède à la demande du mouvement du 11 août. Et les assises donc ont commencé à se préparer. Il y a eu le comité de pilotage des assises nationales, le CEPAN, qui a été institué donc officiellement à travers un décret présidentiel, et qui donc avait 45 personnes au départ et qui s'est réduit à 32, puisqu'il y a eu des désistements. L'opposition officielle s'est désistée, et la délégation du gouvernorat d'Anjouan, une des îles des Comores, s'est désistée également.
Mais on a continué à faire le travail sur les assises. Il y avait les partis de la mouvance présidentielle qui étaient restés, la société civile, le mouvement du 11 août, et donc les maires, les gouverneurs des îles. Donc ça faisait quand même du beau monde, mais qui politiquement était très hétéroclite, très hétérogène, et il a fallu qu'on se mette ensemble, qu'on arrive à s'entendre sur les termes du bilan et le faire. Et aux assises, il y avait toute la représentation internationale, de l'ONU à l'Union africaine, la Ligue arabe, la francophonie, les pays de l'océan Indien, qui ont fait que ces assises nationales avaient une portée internationale. Et la manière dont ça s'est déroulé dans la préparation, une fois qu'on a mis le CEPAN en place, on a élu 3 commissions, une chargée de l'organisation, et l'autre chargée de l'information, et une chargée des thématiques. Et j'ai été donc élu président de la commission technique chargée des thématiques. Et avec les membres de la commission, on a fait un vrai boulot, un bon boulot, qui a été reconnu, je dirais, pas de façon unanime, puisque les opposants n'ont pas arrêté de dire que c'était des assises pour le président Azali, alors qu'on disait que c'était les assises du mouvement du 11 août, auquel il a accédé, et qu'on faisait le bilan des 42 années de tout ce qui s'est passé, y compris pendant le régime Azali. Et bon, lors de ces assises, on a été aussi loin qu'on a pu. On n'a pas eu de pression, ni de tabou, de questions tabous. Et on a travaillé avec des experts nationaux, avec tous les moyens que nous avions à disposition. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais pour un premier pas, dans un pays où ce n'était pas la guerre, où on n'avait pas pour objectif de changer de régime, on n'avait pas d'objectif politique de ce style-là, mais l'objectif était de faire le point pour que le pays décolle, puisse enfin décoller. Tout était ouvert et moi je ne me suis pas senti frustré dans le travail des assises. Et en conclusion de ces assises, moi je dis qu'il faut en faire d'autres plus tard, mais au moins on ne parle pas d'une feuille blanche. La feuille blanche, c'est celle que nous avons remplie pendant cette première expérience. Et voilà donc que je rentre en août, on arrive en fin février, le 12 février, la fin des assises, et maintenant j'acquiers un statut au pays que je ne pensais pas avoir au départ. J'avais le seul statut de militant qui rentre, qui va développer un projet social pour les jeunes en difficulté. Mais là, on me reconnaît aussi comme quelqu'un ayant des compétences sur la compréhension du pays, de la politique du pays, d'où on va. Après, ce qu'on fera, on verra plus tard. Mais il reste que c'est un début d'expérience très intéressant quand je rentre au pays. Voilà. Je voudrais te poser une question en complément. Mais quel est l'état du pays après ces 42 ans d'indépendance? Alors, les constats qu'on a faits sur les 42 ans d'indépendance, c'est peu d'avancées. Le pays a reculé par rapport à ce qu'il y avait au moment de l'indépendance. Le pays a reculé d'abord parce que sur le plan politique, les déstabilisations constantes qui ont été
provoqués par les coups d'État, les ingérences de la France sur le plan politique et économique au pays, les budgets ou bloqués ou donnés à perfusion, sous perfusion et sous condition. Et chaque fois qu'un président n'était pas d'accord avec la France, il se faisait éjecter de son siège. Donc sur ces 42 ans-là, on peut dire que ça a été 42 ans de soumission à la France, ou je cherche le mot là qui dit qu'on est sous domination, sous direction de la France. Après, il y a des responsabilités aussi des gouvernants du pays. Nous, on a parlé d'abord de la démission des autorités comoriennes depuis l'indépendance sur la souveraineté nationale. Ça rejoint un peu ce que je dis par rapport à la France, puisqu'ils se sont toujours soumis aux décisions françaises, malgré le fait que la question a été admise à l'ONU, celle de la souveraineté nationale, et reconnue par toutes les instances internationales. Mais à ce jour, aujourd'hui on parle encore de Mayotte, la question de la crise sur l'intégrité territoriale, elle est toujours là. Il y a des missions aussi sur le plan sur tous les plans, je dirais, sociaux, de la santé, l'éducation, des routes, même du développement économique. C'est pas seulement qu'on ne sait pas faire, mais il y a des gens qui se sont gavés avec de l'argent public, détourné. Il y a eu donc l'effet mercenaire aussi, qui fait que quand on change de régime, on fait table rase et une nouvelle équipe vient pour se remplir les poches. Donc chaque fois, on a reculé. Donc on disait, sur le plan de la santé, aujourd'hui on parle de Mayotte comme étant le plus grand, la plus grosse maternité de France, celle qui accueille le plus de gens. C'est la seule maternité des îles Comores. Donc c'est pas une force de Mayotte, c'est que la France, si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, n'a jamais développé plus d'éléments pour la santé, pas plus à Mayotte qu'ailleurs. Sinon on n'en serait pas là où on est. Bien qu'il y ait une coopération entre la France et les Comores, cette coopération-là n'a pas donné non plus un développement socio-économique des Comores. Donc le bilan des 42 ans, c'est qu'il faut lutter pour qu'il y ait une véritable justice, qui soit séparée de la politique. Il faut lutter pour poursuivre ou au moins arrêter les détournements de fonds, arrêter d'avoir je dirais une armée de fonctionnaires quand le pays n'en a pas besoin et qu'il ne fait rien, parce qu'il faut les nourrir et on n'a pas les sous, on vit de subsides, d'aide internationale. Donc on fait le point sur tout ça en disant si le pays veut se développer, il y a des préconisations qu'il faut faire, c'est celle de limiter et le rythme de vie des dirigeants. Le président, il a un salaire qui est honteux par rapport au niveau de vie des Comoriens. Les ministres, pareil. Le SMIC comorien, il est pas 100 € par mois. Pour les petites gens, pour les fonctionnaires, il fait dans les 200 €. Avec ça, les gens ne vont pas loin. Et ils ne sont pas payés pendant 8 mois, 8 à 10 mois. Donc, c'est la misère. Et si on veut relever le pays,
il y a du boulot. Bien, tu viens de nous faire le développement de la situation, un point de vue sur la situation sociale, un peu l'état du pays, mais au point de vue des forces politiques, des possibilités d'alternatives, peut-être un grand mot, où en est-on, ou est-ce que tous les partis qui avaient existé, qu'on a un peu connus dans les années précédentes, sont aujourd'hui dépassés et tout est à construire? Alors, il y a eu, dans le développement ces dernières années, une volonté, après avoir ouvert la création des partis, on est monté jusqu'à 24-25 partis, voire une trentaine. À la limite, on se réunissait à deux, on faisait un parti, en gros. Où la famille décidait qu'elle mettait un parti sur pied, il déclarait un parti. Le gouvernement a décidé, pour soi-disant plus de lisibilité, d'en reconnaître 6. Mais le choix des 6 a été fait sur la base, non pas du travail fait par les partis, de leur existence réelle, mais de ceux qui étaient au gouvernement. Les pros, la mouvance gouvernementale, qui certains, quand on change de régime, deviennent l'opposition de fait, mais faisaient partie de ces 6 partis qui ont été reconnus. Le Front démocratique, le premier parti des Comores, qui avait ses représentants sur les 4 îles, ne faisait plus partie de ces 6 partis-là. Mais c'est les dirigeants actuels qui ont leur parti au gouvernement, et chacun peut avoir le sien. Il y a le CRC, celui d'Azali, et le parti Orange, celui du ministre de l'Intérieur. Il y a ainsi des partis comme ça. Il y a l'ancien président Sambi qui a son parti. Donc c'est vraiment les derniers venus sur la scène qui se sont décrétés les partis officiels reconnus. Mais aucun de ces partis n'a un vrai programme, une vraie vision de ce que doit être le pays. Et du point de vue, pas que du mien, mais de l'opinion en général, l'organisation et la répartition politique est à refaire. Aujourd'hui, la question du parti, ou des partis je dirais, doit être repensée. Parce que ces 6 partis-là ne représentent plus rien. On a vu ceux qui ne sont pas reconnus, qui rentrent dans l'opposition. Aujourd'hui, on a voulu reconnaître l'opposition officielle en tant qu'opposition, mais eux-mêmes ne sont pas venus aux assises pour diverses raisons que je ne vais pas détailler ici, mais le fait est qu'un parti qui a existé, qu'on invite à venir plancher sur le bilan de 42 ans d'indépendance, le parti qui ne vient pas, c'est un parti qui est dépassé. C'est un parti qui n'est pas dans le présent et dans l'avenir du pays. Et j'ai le regret de dire que mon parti, le Front démocratique, en fait partie. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais ça m'a fait très mal de me retrouver dedans, sans le Front démocratique, et seulement par le biais du comité Maoré. Après la recomposition, elle est à faire. Les forces démocratiques y sont. Depuis que j'y suis allé, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne demandent qu'à se revoir, qu'à discuter et voir comment on peut s'organiser. Et la volonté y est aujourd'hui. Parce que la situation politique nécessite que l'on s'organise. Azali, en tant que président et CRC,
et beaucoup contesté par l'opposition, et beaucoup contesté même par les gens de la rue. On dit qu'il fait beaucoup de discours, mais qu'il place les gens de sa région au gouvernement comme les autres, qu'il a démissionné sur la question de Mayotte, de l'intégrité territoriale. On lui prête tous les défauts qu'on prêtait aux autres. Je pense qu'on peut valablement dire que c'est en grande partie vrai. Mais il est le président qui a accepté qu'on fasse les assises et qu'on parle de tout sans tabou, y compris de son régime, y compris de ses pratiques gouvernementales. Et il était là, c'est son deuxième mandat, voire le troisième, puisque c'est lui qui a fait le coup d'État après la sécession d'Anjouan pour arrêter et faire la rencontre de Tananarive en 2001, la rencontre, comment on appelle ça, la rencontre d'Anjouan, les accords de Fomboni, qui ont consacré la tournante. On était déjà sous Azali, et à la tournante, il a été élu président, premier président. Ça a tourné après en juin avec Iklil, à Moélie avec... en juin avec Sambi, et à Moélie avec Iklil. Et ça devait venir le tour de Mayotte. Et là, le problème de l'intégrité s'est encore rappelé aux esprits des gens. Donc on a beaucoup discuté pourquoi on ne fait pas le tour de Mayotte à Mayotte. Ou pourquoi on n'élit pas un président mahorais pour que symboliquement, dans la mesure où Mayotte, dans la constitution comorienne, fait partie des Comores, pourquoi on ne fait pas un geste dans ce sens-là? Alors, avant de passer à Mayotte, justement, je voulais te poser deux questions. D'abord, ces assises-là, est-ce que, à ton avis, elles auront une suite, c'est-à-dire un retentissement positif, justement, sur la réorganisation, la refondation, etc. Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième, puisque tu as parlé à la fois de coup d'État et à la fois de Mayotte, pendant très longtemps, la France a fait la pluie et le beau temps aux Comores, a fomenté des coups d'État, directement ou par l'intermédiaire des mercenaires. Et on a beaucoup parlé de que les Comores étaient encore une colonie, au moins une semi-colonie de la France. Où en est-on du point de vue de l'influence, du poids du gouvernement français sur les institutions comoriennes? Alors, il y a beaucoup de questions dans la question que tu poses. Je vais essayer d'y répondre par petits bouts. D'abord sur les coups d'État, ils ont été fomentés soit directement ou indirectement par la France, à travers Bob Denard qui était Monsieur Mission Impossible, le mercenaire à qui on disait toujours: tu interviens pour nous, et si on t'attrape, on ne t'a pas envoyé, et si tu réussis, tu nous aides à faire tomber celui qui nous gêne, comme ça on met en place un autre. Il en est allé ainsi pendant toute la période de l'indépendance. Et chaque fois qu'il y en a eu un, tant qu'il correspondait à la politique française, c'était un bon Français. Et du jour où on sent qu'il y a des hésitations, du jour où on sent qu'il y a une certaine résistance, il devient un mauvais président et qu'il faut abattre. Comme ça, il me vient un flash, c'est Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Gbagbo était mauvais, ou il est devenu mauvais parce qu'il ne faisait plus la politique de la France. Et il en va ainsi des autres présidents
des colonies françaises, des anciennes colonies françaises. Je fais ce clin d'œil-là parce que en 42 ans, les Comores ont servi de laboratoire pour toutes les pratiques coloniales et néocoloniales françaises dans les autres pays, y compris dans la France elle-même. L'histoire des clandestins, entre guillemets, on a fait beaucoup d'essais aux Comores, puis en Guyane. Et puis, on s'en est beaucoup servi ici quand ils viennent des étrangers de la Méditerranée, qui viennent de pays où on a fomenté des guerres, où on a fomenté la crise qui n'existait pas avant. Et dans tous ces pays-là, il se passe la même chose. L'influence de la France, tous les présidents qui ont été élus aux Comores sont passés par l'Élysée et par Matignon. S'il n'y a pas l'aval de l'ambassade et du gouvernement français, on fera tout pour qu'il ne soit pas élu. Et il ne sera pas élu. On préférera choisir, quitte à remplir les urnes, réprimer, choisir le candidat, le bon candidat pour la France. Et ainsi, on peut dire, grosso modo, que tous les candidats, tout candidat qui vient, qui est élu, est au départ un bon candidat pour la France. Au moins, il a le bénéfice du doute, de l'ignorance au départ. Et très vite, quand on découvre le vrai visage, il devient un bon ou un mauvais candidat. Ahmed Abdallah était un bon président pour la France pendant longtemps. Et sa guerre de la salive, chaque fois qu'il criait partout, il criait, mais il traitait avec la France tout ce que la France voulait. Jusqu'au moment où il voulait se séparer des mercenaires. Là, ça ne pouvait plus passer. On ne l'a pas envoyé dire que c'était un despote, alors que les Comoriens le vivaient un peu comme ça, en partie. On l'a tout simplement assassiné. Et qui l'a assassiné? On ne sait pas. Il y avait Bob Denard dans le bureau, avec un lieutenant blanc, et un noir qui est mort, un GP comorien qui est mort. On ne sait pas qui c'est qui a tué le président. Ça me fait penser à la blague de Mohamed et Jean-Marie sur un bateau. Mohamed tombe à l'eau. Qui l'a poussé, on ne sait pas. Ça me fait penser à cette grosse blague-là. Et on nous fait avaler que c'est pas Bob Denard qui a tué Ahmed Abdallah. Je ferme cette parenthèse de plaisanterie de mauvais goût et je reviens sur la question des Comores. Mayotte a longtemps servi de base arrière pour les coups d'État qui se sont déroulés aux Comores, soit pour exfiltrer ce qu'on considérait comme encore utilisables, les citrons à moitié pressés, on les exfiltrait pour si jamais ils pouvaient revenir. Soit pour faire rentrer des armes quand il s'est agi d'Anjouan, quand il y a eu la sécession en juin, les armes sont arrivées de Mayotte vers Anjouan. Et en même temps, on montre qu'à Mayotte, c'est stable, puisque c'est toujours la France. Mais de l'autre côté, il n'y a que des coups d'État, il n'y a que de l'instabilité, il n'y a que des gens qui s'entretuent, des gouvernements qui changent. Et, voilà, c'est l'image qu'on veut montrer un peu pour dire aux Maoris, vous voyez que vous avez raison d'être avec nous. Sur le plan de la résistance à Mayotte, les gens qui se déclarent ouvertement pro-comoriens, comoriens dans le sens de l'unité des Comores, sont vite bannis. Parce que la politique qui est appliquée à Mayotte, c'est une politique d'ostracisme, c'est comme ça qu'on dit, contre les indépendantistes. D'ailleurs, déjà, quand il y a eu le référendum pour l'indépendance, quand à 96%,
les Comoriens dans leur ensemble ont voté pour l'indépendance et que ça n'arrangeait pas la France. Donc ils ont décidé qu'ils allaient voir île par île à ce moment-là, et ils trouvent que 64% à Mayotte avaient voté pour rester français. Et après, ils ont décidé, puisque les Comores, quand la France a dit on va refaire le référendum, les Comores ont dit non, on déclare unilatéralement l'indépendance. La France était surprise qu'un petit pays comme ça leur jette à la figure la déclaration unilatérale d'indépendance. Elle a reconnu l'indépendance des Trois sans Mayotte. Alors elle a dit, je vais refaire un référendum sur Mayotte. Et on tombe à 99,9% de gens qui voulaient rester français. Où sont passés les autres? Ils sont tombés à l'eau comme Mohamed. Et du coup, Mayotte devient française. Et voilà que des coups comme ça sont permanents au Comores. Et c'est l'ambassadeur de France qui fait la politique dans les journaux des Comores, qui invective les autorités comoriennes, qui parle sans réserve de la politique comorienne. Ce n'est qu'une ambassade. Mais est-ce que la France permettrait qu'un ambassadeur comorien aille sur Antenne 2 TF1 parler de la politique française en dénigrant les autorités? Voilà à quel niveau on se situe. Et aujourd'hui, quand le gouvernement comorien dit on ne reçoit plus, on ne veut plus que ceux que vous considérez comme étrangers clandestins reviennent sur les autres îles, parce que ce ne sont pas des clandestins étrangers, ils sont chez eux à Mayotte, puisque Mayotte fait partie des Comores. La France rétorque, on va vous enlever tous les visas, diplomatiques et civils. On va suspendre les visas. Et on va suspendre aussi les subventions qu'on vous donne. Et on va suspendre, voilà, ce genre de chantage. Parce que récemment, les Comores ont refoulé un bateau qui ramenait aux Grandes Comores, ou en juin, je ne sais plus, Oui. ramenait des Comoriens qui étaient allés à Mayotte. Voilà. Dans l'île comorienne de Mayotte. C'est ça. Parce qu'à Mayotte aujourd'hui, il y a eu des manifestations contre l'insécurité. Seulement, très vite, elle a été... Et il y avait des revendications aussi sociales, sur les salaires, sur le prix des denrées, sur tout ça. Et sur la sécurité sociale, toutes les revendications sociales. Très vite, les revendications ont dérivé vers l'insécurité, et l'insécurité due aux clandestins. Et du coup, celles posées par les décasages, c'est-à-dire les Comoriens des autres îles qui sont à Mayotte, dont on va brûler les maisons, on va piller leurs biens et on va les regrouper à une place au centre de Mamoudzou. Et la police et la gendarmerie viendront vérifier leurs papiers pour les expulser. Ah, tout ça, c'est de la sécurité. Hein. La sécurité, c'est quand on te vole ton sac, quand on te pille ta maison, à toi, et quand tu pilles celle de l'autre, c'est de l'autodéfense. Donc, insécurité et insécurité. Et le mot d'ordre des Comores, citoyens comme gouvernement, soyez solidaires dans la lutte contre l'insécurité, contre toutes les insécurités. Parce que ce ne sont pas les Comoriens des autres îles qui créent l'insécurité, elle est due à la vie à Mayotte, et elle est due aussi
à la manière dont la France gère cette île. Et l'insécurité qu'il y a dans les autres îles, elle est due à la gestion des autorités comoriennes de l'ensemble de ces îles-là. En même temps, si on fait les rapprochements, si on en est réduit à ces insécurités-là, c'est parce que la France aussi s'immisce, nous divise, se montrant despote vis-à-vis de nous, et elle fait ce qu'elle veut, et finalement c'est elle qui a droit de regard sur tout. Sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tous les plans. Donc quand on parle d'insécurité, aujourd'hui le frottement qu'il y a entre les Comores et la France, c'est de dire c'est vous qui ne gérez plus Mayotte, et si vous n'arrivez pas à gérer l'île, rendez-nous les clés. J'aime bien l'expression, rendez-nous les clés. Parce que ça veut dire que la maison est bien à nous, vous avez les clés, il faut nous les rendre et nous rendre la maison. Et quel est le niveau de prise de conscience des Mahorais qui commencent peut-être à se rendre compte que ils ont beau réclamer l'égalité, ils n'auront jamais l'égalité parce que ils sont des colonisés, quoi. Oui, c'est ambivalent parce qu'ils pensent que le statut de Français les rend supérieurs ou les protège de quoi on ne sait rien. Mais par rapport à ces Comoriens qui n'ont pas le statut de Français, eux, ils ont la sécurité de la France. Et pourtant, cette sécurité, elle n'existe pas pour eux. Le niveau de vie de Mayotte est deux fois, enfin la moitié de ce qu'on vit à La Réunion, et La Réunion qui a la moitié de ce qu'on vit en métropole. Enfin, le niveau de vie est 2 fois plus bas qu'à La Réunion, et La Réunion est 2 fois plus bas qu'en France. Et pourtant, là aussi, il y a espoir pour les Mahorais qu'on va augmenter leur niveau de vie, que le SMIC va suivre, qu'ils auront plus de mabawa. Mabawa, c'est les ailes de poulet, qu'ils auront la sécurité sociale, qu'ils auront tout ce qu'on leur a promis. Et dans les faits, ils ont la taxe d'habitation qu'ils n'avaient pas, ils ont la taxe foncière qu'ils n'avaient pas, et ils ont toutes les taxes, l'impôt sur le revenu qu'ils n'avaient pas. Et quand la taxe foncière, ils n'arrivent plus à payer puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de vendre leurs terres, ou alors on préempte leurs terres, la France, pour les vendre à des sociétés, etc. Et donc on déshérite les Mahorais. Et malgré tout ça, il y en a qui encore aujourd'hui, un peu, je dirais, en désespoir de cause, qui dit « nous sommes Français ». Et ceux qui disent quel Français on est puisque on n'a rien de tout ça, mais beaucoup disent on n'est pas des Comoriens, on ne veut pas être Comoriens, d'être encore moins que ce que nous sommes. Et c'est dire que la misère, c'est vrai qu'elle existe très fortement sur l'ensemble des Comores, à Anjouan comme à Mayotte, comme à Moélie, comme à la Grande Comore. Et c'est leur histoire d'Eldorado mahorais. C'est peut-être un Eldorado pour les métropolitains qui vont là-bas. Et même aujourd'hui, ils ont peur parce que les gens commencent à les attaquer sur place. Et la police a de plus en plus de mal à les protéger. Mais quand ils vont là-bas, ils ont leur indemnité d'éloignement, ils ont des primes, et ils ont
le logement, ils ont des choses que les Mahorais qui font le même boulot là-bas n'ont pas. Donc, oui, c'est... Mais aujourd'hui, les Français veulent de moins en moins y aller quand ils savent ce qui s'y passe. Que c'est trop dur. Et demain, la question, que va devenir Mayotte? La France ne lâche pas, n'a pas les moyens de gérer, et ils ne veulent pas revenir sur les Comores. Donc la crise s'amplifie. Alors qu'on voit le niveau, rien qu'à voir en France, le niveau scolaire et des études, les gens qui viennent des autres îles des Comores s'en sortent mieux que les Mahorais, pour ceux qui sont ici. Et ils se préoccupent plus, ceux qui viennent des autres îles que de Mayotte, se préoccupent plus de leur survie, de leurs études, d'avoir un emploi, une formation. C'est un leurre pour les jeunes Mahorais que de dire on est français, ça suffit. Chez les jeunes Comoriens qu'on connaît à Marseille, il y a toujours... alors après, ils le feront pas. Mais il y a quand même toujours à un moment donné de leurs études l'idée de retourner là-bas. Et j'ai l'impression ces derniers temps, peut-être c'est au hasard de rencontres, qu'on l'entend un peu plus. Est-ce qu'il y a... Et que peut-être justement chez les Mahorais, c'est ce que tu viens de dire sur les Mahorais qui m'a fait penser. Il y a cette idée de rentrer au pays. Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité naissante. C'est-à-dire on est arrivé maintenant, à mon âge, à nos âges, où on boucle, où la boucle se boucle de ceux qui étaient venus en premier faire des études ici, qui se sont installés. Alors beaucoup ne veulent pas rentrer aussi, hein. Ils préfèrent rester ici, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de confort, soit parce qu'ils ont fait leur vie ici et ils se sont détachés du pays. Mais de plus en plus de gens disent qu'ils veulent retourner. Que la vie là-bas, même si c'est pauvre, le pays est pauvre, mais la vie est meilleure. Plus tranquille, plus de possibilités. Et une fois qu'ils ont vu l'extérieur, ils se disent qu'ils peuvent mieux apporter à l'intérieur que ceux qui ne sont jamais sortis. Parce que ceux qui ne sont jamais sortis, pour beaucoup, ils vivent d'aide, de subsides, quand ils contactent la famille ici, envoie-moi un téléphone, envoie-moi ci, envoie-moi des Nike, envoie-moi le bling-bling de ce qu'on voit ici. Et souvent, les gens ici disent, mais ils ne savent pas combien ici on souffre, combien ici on galère nous aussi. Mais ils se disent, on est sorti, donc il y a de l'argent. Mais ils en ont marre de cette vie-là de galère. Ils construisent là-bas, et la tendance, c'est vrai, commence à se sentir, des gens qui disent, ben, je vais te rejoindre bientôt. Moi, on me le dit, hein. Beaucoup me disent, tu as fait le pas, eh ben, je pense que moi aussi je vais le faire. Il faut laisser mûrir. Hein. Parce qu'il y a aussi des jeunes Comoriens comme d'autres issus des anciennes colonies françaises qui ont fait des études ici, et c'est appliqué à eux la sélection perverse. On voit ces jeunes lorsqu'ils sont école primaire, au collège, tout marche bien. Et puis, bizarrement, ils sont orientés, parfois avec des bons sentiments, la famille ne sera pas capable de les soutenir, etc., vers des filières plus courtes. Et puis lorsqu'ils ont fini leurs études, ils ont... donc celle qui voulait venir médecin se retrouve devenir femme de salle à l'hôpital.
celui qui est diplômé, bon, son diplôme, il n'en fait rien. Et là, il y a cette idée, je vais peut-être être utile à mon pays, qui, à un moment donné, germe. Oui. C'est d'autant plus vrai que on voit dans les lycées ici, moi qui étais éducateur, en prévention, j'ai vu beaucoup de jeunes qu'on a orientés vers des carrières courtes. Parce qu'on disait qu'il faut qu'ils s'en sortent, et ils n'arriveront pas à faire de longues études, et c'est mieux pour eux. Moi, j'arrêtais pas de leur dire, il faut refuser ça. Si vous vous sentez capable d'aller plus loin, allez plus loin. Et c'est vrai aussi que les conditions de vie de leur famille n'étant pas si aisées que ça, facilement on lâche prise. Mais même mes enfants, mes enfants étaient à Thiers, au lycée Thiers, tous. On venait de Tivoli, on venait de... Et à Thiers, on leur a dit, les pauvres, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et bien enfin, ils marchaient bien dans leurs écoles. Elle dit, mais on va vous aider. Vous y arriverez, on va vous aider. Et mais il n'y a pas besoin de les aider. Ils ont le niveau, ils s'en sont sortis très très bien. Mais heureusement qu'ils avaient une mère qui était enseignante, qui était prof dans les écoles qui formaient des enseignants, et un père qui était éducateur. Et eux, ils suivaient bien leurs études, donc il n'y avait aucune raison de s'en faire ou de céder à cela. Mais ceux qui n'ont pas ces moyens-là, comment il faut? Bien, avant de passer à la dernière partie, c'est-à-dire 68, je voulais encore te poser une question sur Mayotte. Au fond, on peut des fois se demander quel est l'intérêt de la France de, de violer tout le droit international, hein, et toutes les résolutions de l'ONU comme de l'OUA pour Mayotte. Quel est cet intérêt de la France? Pourquoi la France ne lâche pas Mayotte? Alors, je vais y aller en entonnoir. La France aurait souhaité garder toutes ses anciennes colonies. Ça n'a jamais été de sa volonté de lâcher une seule colonie. Mais obligée par l'histoire, elle a dû lâcher, je dirais même officiellement, formellement, l'Afrique, d'où on parle des néocolonies africaines ou les pays francophones, où on donne tous les noms, les pays CFA, c'est ces pays que la France a formellement lâché, donné l'indépendance, mais qui, d'un point de vue économique et informel, a tous les services dans ces pays-là et dirige en sous-main tout ce qui s'y passe. Donc, et pour les Comores, on arrive aux années 60, les années indépendance, vers une volonté de devenir indépendant. C'était le Moulinaco qui, à ce moment-là, mouvement de libération nationale des Comores, qui était basé en Tanzanie, qui était le porte-drapeau de l'indépendance. Et voilà que les Comores se mettent à réclamer tout haut qu'ils veulent l'indépendance. Mais même là, il y a une histoire, parce que dans les années 47, c'est Mayotte qui voulait être indépendant et les Comores ne voulaient pas. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Mais on verra qu'il y a des mouvements de tout temps. La France, à ce moment-là, la capitale qui était instaurée à Mayotte en 62 a été déplacée vers la Grande Comore.
Donc, et tout ce qui était tertiaire qui existait à Mayotte a périclité. Et la France a dit à ces méchants grands Comoriens qui ont voulu ça, qui ont fait ça. Donc, à partir de là, ils montent un mouvement de protestation des Mahorais contre les grands Comoriens. Déjà là, il y a le mouvement de diviser pour régner. Et le référendum pour l'indépendance en 1974, le référendum d'autodétermination, la France s'est pris une baffe parce qu'elle ne pensait pas que ça allait se dérouler dans cette proportion-là, de cette manière-là. Ils pensaient que, tant bien que mal, on allait rester français, ils allaient nous donner un peu d'autonomie comme aux Antilles, etc. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ils voulaient. Et voilà donc que la France se dit, puisque je ne peux pas tout avoir, je vais garder le morceau que je peux garder. D'où le référendum à Mayotte, après la consultation de Mayotte, après le référendum 74, bien que l'ONU ait déjà déclaré nulle et non avenue toute consultation qui allait se faire sur tout ou partie des Comores par la France a continué jusqu'en 2010-2011 à faire des consultations et à aboutir à la départementalisation de Mayotte. Alors que tout cela a été condamné au départ. Et c'est comme ça qu'on institutionnalise des vols, des choses anticonstitutionnelles. Comment on dit ça? Qu'on en fait quelque chose d'institutionnel, bâti sur des châteaux de sable. Et après, on dit aux gens, regardez la situation d'aujourd'hui, arrêtez de vous retourner vers l'arrière. Ce qui était fait est fait, aujourd'hui on en est là. Seulement celui qui subit ça ne peut pas le jouer de la même manière. Et qu'est-ce qui se passe derrière toute cette histoire sur l'autodétermination des Comores? Depuis longtemps, on avait parlé de possibilités de pétrole dans l'océan Indien, dans le canal de Mozambique. Et depuis longtemps, la France était donc au courant de ces histoires-là. Elle se disait, bon, il y a l'aspect stratégique, puisque Mayotte servait de base de contrôle de tout l'océan Indien, qui rayonnait jusqu'en Afrique du Sud au temps de l'apartheid, et sur toute l'Afrique de l'Est, à partir de Mayotte. Ils appelaient ça l'opération Badamier. Donc c'était une base d'écoute qui est installée à Mayotte, bien qu'aujourd'hui les bases d'écoute terrestres sont moins utilisées que les satellites, puisque on observe mieux par satellite que sur les bases d'écoute à l'échelle hertzienne, à l'échelle du sol. Mais il reste aussi que quand il y a une intervention, dès que ça chauffe à La Réunion, on mobilise les militaires depuis Mayotte. Quand ça chauffe aux Comores, il y a un mouvement de militaires qui vient, un bateau de guerre qui vient à Mayotte. Et quand ça ne va pas à Mayotte, c'est ceux de La Réunion qui viennent. Donc c'est toute la sécurité de l'océan Indien qui est recherchée par la France. Et maintenant sur les richesses sous-marines, les eaux marines des Comores sont partie intégrante des eaux comoriennes. Mayotte, en tant qu'île, dans le sous-sol, n'a pas le même statut. On parle de 1000 marins, on parle de marins de distance maritime à la surface, et il reste que le sous-sol du plateau des Comores est un.
Et donc Mayotte n'a pas à elle seule droit de citer, même si on fait des forages, ou en tout cas pas important, par rapport à l'ensemble des Comores. La réflexion, c'est nous qui l'avançons aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux, au bout du compte, il vaut mieux avoir l'ensemble des Comores, pas directement comme quand c'était en colonie, que perdre le tout. Donc ils veulent lâcher Mayotte en tant que tel pour avoir l'ensemble des Comores. Donc aujourd'hui, la France souhaite rapprocher les Comores. Et il parle aujourd'hui de zone de... Comment il dit ça? De rapprochement de l'archipel, de regroupement de l'archipel, je n'ai plus le terme exact, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'ils veulent une zone unifiée de l'archipel des Comores. Et les Mahorais aujourd'hui ne sont pas d'accord, puisqu'on leur a chanté l'inverse pendant plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est Macron qui nous lâche, c'est pas la France. Cette vision-là, mais ils n'arrivent pas à voir la politique la compréhension de la politique française, des services français. Donc aujourd'hui, c'est Marine qui les a soutenus, c'est Macron qui les lâche, et du coup, on voit que politiquement, ils sont perdus. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et alors, les enjeux du sous-sol sont là, mais pas pour notre bonheur de toute façon, puisque ça va être encore une bataille entre les grandes puissances pour qui exploitera le maximum, où aura la primauté de l'exploitation des gisements sous-marins. Et on l'a vu dans les autres pays africains, que partout on a trouvé du pétrole ou du gaz, ça a été la guerre, au détriment des habitants des pays, c'est la misère. Par contre, les Elfes, Bolloré et tous les autres, là, eux, ils s'enrichissent. Donc l'enjeu, le plus gros enjeu aujourd'hui, il porte sur l'exploitation des richesses souterraines. Bien sûr, les anciens enjeux sont toujours là, c'est-à-dire dominer. La France a la plus grande surface maritime au monde avec ses îles, ses terres d'outre-mer qu'elle exploite. Donc elle se donne du territoire comme ça, du territoire marin. Et chaque fois qu'elle en perd une partie, c'est comme si elle perdait la Lorraine ou l'Alsace, j'en sais rien. Voilà, on en est là. Et dernièrement, j'ai appris que la France avait autorisé des compagnies italiennes d'aller exploiter le poisson dans les terres mahoraises. Si je traduis, la France va décider que d'autres pays, d'autres puissances vont venir pêcher dans les eaux maritimes des Comores. C'est plus les Comores qui décident. Voilà, moi, comment je lis. Qu'on ne sait pas ici, c'est qu'en 68, aux Comores, il y a eu un janvier, je crois, 68, ou du moins avant le mai 68, et on voudrait que... alors à l'époque, tu étais lycéen, tu avais 16 ans, je crois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 68 aux Comores? Alors, c'est étonnant parce que moi, dans ma mémoire de jeunesse, j'avais le sentiment qu'on était des précurseurs
de lutte en 68. Et une fois que je suis venu en France après en 71, à force d'entendre parler de 68, 68, 68 en France, on en est venu à oublier notre 68 des Comores. Parce que la force de la propagande ou même de l'information ici s'est imposée de telle façon que même nous, on subordonnait le 68 qu'on a vécu à ce qui s'est passé a posteriori, c'est-à-dire en France. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 29 janvier 68, un avion, un petit, je pense qu'on parlait de hérons, les petits avions qui venaient de Madagascar, a raté l'atterrissage. Il s'est écrasé, il a craché à l'aéroport. Nous, on était au lycée, on entend bang, une explosion. À ce moment-là, tout le monde s'est levé. Certains parmi nous ont été jusqu'à l'avion. Moi, j'avais 16 ans. À cette époque-là, les plus grands, les plus forts, les plus âgés sont allés jusqu'à à l'approche de l'avion et des blessés, tout ça. Moi, j'étais un peu plus loin, mais j'ai vécu l'événement. Et on entend aux informations à l'ORTC, c'est comme ça? Non, l'ORTF. 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 André Sabas, le journaliste, le poivre d'alors aux Comores, qui disait que pendant que les Français volent au secours des blessés, les Comoriens allaient fouiller leurs valises, fouiller leurs affaires, chercher à la recherche de ce qu'ils pouvaient trouver. Ça, c'était le 29 janvier. Le lendemain matin, nous, lycéens, on a décidé que ça ne pouvait pas passer. On fait grève, manifestation, on est allé en ville, partout, manifestation en ville, avec des pancartes, Sabas doit partir. Abbas, Abbas, Sabas quitte les Comores, etc. Et les Comoriens ne sont pas des voleurs, tout ce qui va à l'encontre de l'information telle qu'il avait donnée. Et le mouvement de grève, il s'amplifie. Et on commence à avoir le soutien des parents. Et en février, c'est encore plus fort. Et là, comme ça commence à durer, comme on va vers les examens, nos parents commencent à faire pression. Bon, ça va, vous avez fait la grève, vous êtes manifestés, on a compris, maintenant retournez en cours. Et il y en avait certains qui commençaient à retourner en cours. Nous, on a décidé que le mouvement n'allait pas s'arrêter. Donc on a fait ce qu'on appelle, nous, la longue marche. À l'échelle des Comores, bon, c'est quoi? C'est, allez, on va dire 40-50 km à pied. Mais c'est jusqu'au nord de l'île, en passant par les villages, la montagne, tout ça, les sentiers, les petits villages. On a expliqué pourquoi on était en grève. Et on était disciplinés. Hein. Et on a fait notre longue marche. Et on prenait des décisions quand on est arrivé en Béni, c'est-à-dire au nord de l'île. On nous a prêté un hangar qui était un lieu de stockage de la vanille. Et on dormait là. Et c'est les habitants du village qui nous nourrissaient. On était vraiment accueillis par la population dans les villages où on allait. C'était pareil. On nous accueillait bien, tout ça. Et on a décidé qu'on rentrait au lycée.
mais pas pour aller rentrer à l'école, mais qu'on allait casser du traître. On allait faire la guerre à ceux qui ont repris les cours. On allait déchirer leurs affaires, etc. Mais on avait décidé que les labos scientifiques du lycée, on n'allait pas y toucher. Tout ce qui était matériel pédagogique, on n'allait pas y toucher. Mais qu'on allait foutre la merde. Et qu'on allait occuper le lycée. On l'a décidé depuis là-haut, et le 14 mars 68 à 11h, c'était le coup de sifflet pour qu'il y ait le désordre total. Et à 11h moins le quart, on était tranquillement en cours, on ne disait rien. Puis tout d'un coup, à 11h, tout le monde s'affole. Et bam, tout vole en éclats. Et on a poursuivi les traîtres qu'on connaissait. Leur arraché leur sac, tout ça. On en a tabassé quelques-uns. Et puis, on a décidé qu'on restait au lycée. Qu'on allait occuper le lycée. Et le lycée était devenu notre prison. L'armée est venue de la Réunion, de suite, et de Mayotte, pour venir nous mater. Le lendemain, on était pris. Ils sont rentrés en force au lycée et ils nous ont enfermés dans des salles de classe. On est resté là une semaine. Quelques-uns d'entre nous avons été en procès. Donc, certains ont comparu et partis en prison. Moi, j'ai failli la prison à ce moment-là, mais j'avais déjà 2 frères qui étaient embastillés. Moi, j'étais plus jeune que les 2 autres, et j'avais que 16 ans. Donc, pour eux, ça faisait un peu jeune. Sauf que mon père, à ce moment-là, il était sénateur, ou en tout cas en politique de devant, bien en vue, et que le gouvernement alors considérait qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait pour retenir ses enfants. Donc il fallait le punir. En gros, c'est comme ça qu'on l'a lu, à travers les enfants. Donc moi, j'ai échappé à la prison elle-même, mais j'ai été gardé au lycée, même quand les autres étaient partis. Avec quelques-uns, on était encore gardés pour passer au palais de justice. Au palais de justice, on m'a lâché avec d'autres. Et retenu 5 ou 6 qui devaient aller en prison. Ils ont passé 3 mois, 1 mois, 3 mois. Donc mars, avril, c'était fini. On avait repris les cours et on allait donc préparer les examens en mai. Puis on entend, en France, ils font comme nous. C'est la guerre, les étudiants se lèvent, ils cassent tout. Vous voyez qu'on avait raison, nous aussi. Mais, pour nous, on a servi d'exemple à cette époque-là. Et ça nous enthousiasmait davantage de voir que ce qu'on a fait est repris ailleurs. Mais il s'avère que, comme tu disais, l'origine de chaque mouvement est spécifique. Et c'est les uns qui servent, c'est les événements qui se passent à des endroits qui servent à d'autres endroits. Mais comme chez nous, c'était l'histoire de la lutte anticoloniale et le fait qu'on nous ait considérés comme des moins que rien face aux Blancs, alors que c'est les Comoriens qui étaient là, Comoriens ou pas Comoriens, tous ceux qui étaient là qui ont été secourir les gens. On n'a pas regardé la race à ce moment-là. Il y avait peut-être des Français, il y avait peut-être des Comoriens, il y avait peut-être... voilà. Mais cette vision coloniale
de cette populace. C'est ça qui nous a révoltés en 68 et qui a fait que notre mouvement a abouti à la revendication aussi d'indépendance, a aidé à cette revendication. Elle est partie constitutive du mouvement qui est allé jusqu'au référendum de 71. On ne peut que faire le lien des événements qui ont causé d'autres événements. Et ainsi, l'histoire des Comores va comme ça jusqu'en 68, 74. 74, ça a été la date du référendum, le 22 décembre. Mais en 71, 72, il y a eu des accords, il y a eu des tractations entre la France et les Comores. Et nous, on avait commencé à s'éveiller. Donc notre 68 à nous, aujourd'hui, je lui rends l'hommage qui lui est dû. Il a fait partie de l'histoire des Comores en tant que partie constitutive de la lutte pour l'indépendance des Comores. Et pas du tout une imitation de 68 en France. Il prend place dans toutes les révoltes de ces années-là. Absolument. En 67, c'était en Guadeloupe. En 68, c'était aussi la constitution des foulards rouges en Nouvelle-Calédonie. C'est des années, et pas spécifiquement en France. Voilà. Et à cette époque-là, c'est comme quand on a le mouvement pour l'indépendance des Comores, il venait des indépendances africaines. C'est l'exemple des indépendances africaines qui a fait demander à ce qu'on devienne indépendant aussi. Donc l'histoire, là où on a tort dans la lecture des événements qui se passent de par le monde, c'est d'être nombriliste. On devrait chaque fois se situer dans le contexte général, je voudrais dire, et international. Voilà. Bien, une dernière question qu'on voulait aborder tous les deux, parce qu'on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la commémoration en France de mai 68. Et on dirait, à écouter ce qui se dit, que mai 68, disons, n'a eu lieu qu'en France, que ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein qui brusquement est apparu, et on en voit très rarement est abordé le mouvement au niveau international, en même temps que 68 en France, et même ce qui est en aval, c'est-à-dire qu'en fait, moi c'est mon point de vue, c'est que les grands mouvements de 68 dans différents pays ont pour origine les grands mouvements de décolonisation, des luttes de libération nationale. C'est la révolution culturelle en Chine, c'est la révolution cubaine, tout ça a fait que la jeunesse des pays dominants, à un moment donné, s'est révoltée, comme on peut dire que la révolution des œillets au Portugal est la conséquence de la lutte des peuples des colonies portugaises. Ce qu'on ne sait pas ici, c'est qu'en 68, aux Comores, il y a eu un janvier, je crois, 68, ou du moins avant le mai 68, et on voudrait que... Alors à l'époque, tu étais lycéen, tu avais 16 ans, je crois, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 68 aux Comores? Alors, c'est étonnant parce que moi, dans ma mémoire de jeunesse, j'avais le sentiment qu'on était des précurseurs de lutte en 68. Et une fois que je suis venu en France après en 71, à force d'entendre parler de 68 en France,
on en est venu à oublier notre 68 des Comores. Parce que la force de la propagande ou même de l'information ici s'est imposée de telle façon que même nous, on subordonnait le 68 qu'on a vécu à ce qui s'est passé a posteriori, c'est-à-dire en France. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 29 janvier 68, un avion, un petit, je pense qu'on parlait de hérons, les petits avions qui venaient de Madagascar, a raté l'atterrissage. Il s'est écrasé, il a craché à l'aéroport. Nous, on était au lycée, on entend bam, une explosion. À ce moment-là, tout le monde s'est levé. Certains parmi nous ont été jusqu'à l'avion. Moi, j'avais 16 ans. À cette époque-là, les plus grands, les plus forts, les plus âgés sont allés jusqu'à à l'approche de l'avion et des blessés, tout ça. Moi, j'étais un peu plus loin, mais j'ai vécu l'événement. Et on entend aux informations à l'ORTC, c'est comme ça? Non, l'ORTF. 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 André Sabas, le journaliste, le poivre d'alors aux Comores, qui disait que pendant que les Français volent au secours des blessés, les Comoriens allaient fouiller leurs valises, fouiller leurs affaires, chercher à la recherche de ce qu'ils pouvaient trouver. Ça, c'était le 29 janvier. Le lendemain matin, nous, lycéens, on a décidé que ça ne pouvait pas passer. On fait grève, manifestation, on est allé en ville, partout, manifestation en ville, avec des pancartes, Sabas doit partir. Abbas, Abbas, Sabas quitte les Comores, etc. Et les Comoriens ne sont pas des voleurs, tout ce qui va à l'encontre de l'information telle qu'il avait donnée. Et le mouvement de grève, il s'amplifie. Et on commence à avoir le soutien des parents. En février, c'est encore plus fort. Et là, comme ça commence à durer, comme on va vers les examens, nos parents commencent à faire pression. Bon, ça va, vous avez fait la grève, vous êtes manifestés, on a compris, maintenant retournez en cours. Et il y en avait certains qui commençaient à retourner en cours. Nous, on a décidé que le mouvement n'allait pas s'arrêter. Donc on a fait ce qu'on appelle, nous, la longue marche. À l'échelle des Comores, bon, c'est quoi? C'est, allez, on va dire 40-50 km à pied. Mais c'est jusqu'au nord de l'île, en passant par les villages, la montagne, tout ça, les sentiers, les petits villages. On a expliqué pourquoi on était en grève. Et on était disciplinés. Hein. Et on a fait notre longue marche. Et on prenait des décisions quand on est arrivé en Béni, c'est-à-dire au nord de l'île. On nous a prêté un hangar qui était un lieu de stockage de la vanille. Et on dormait là. Et c'est les habitants du village qui nous nourrissaient. On était vraiment accueillis par la population dans les villages où on allait. C'était pareil. On nous accueillait bien, tout ça. Et on a décidé qu'on rentrait au lycée. Mais pas pour aller rentrer à l'école, mais qu'on allait casser
du traître. On allait faire la guerre à ceux qui ont repris les cours. On allait déchirer leurs affaires, etc. Mais on avait décidé que les labos scientifiques du lycée, on n'allait pas y toucher. Tout ce qui était matériel pédagogique, on n'allait pas y toucher. Mais qu'on allait foutre la merde. Et qu'on allait occuper le lycée. On l'a décidé depuis là-haut, et le 14 mars 68, à 11h, c'était le coup de sifflet pour qu'il y ait le désordre total. Et à 11h moins le quart, on était tranquillement en cours, on ne disait rien. Puis tout d'un coup, à 11h, tout le monde s'affole. Et bam, tout vole en éclats. Et on a poursuivi les traîtres qu'on connaissait. Leur arraché leur sac, tout ça. On en a tabassé quelques-uns. Et puis, on a décidé qu'on restait au lycée. Qu'on allait occuper le lycée. Et le lycée était devenu notre prison. L'armée est venue de la Réunion de suite et de Mayotte pour venir nous mater. Le lendemain, on était pris. Ils sont rentrés en force au lycée et ils nous ont enfermés dans des salles de classe. On est resté là une semaine. Quelques-uns d'entre nous avons été en procès. Donc, certains ont comparu et partis en prison. Moi, j'ai failli la prison à ce moment-là, mais j'avais déjà 2 frères qui étaient embastillés. Moi, j'étais plus jeune que les 2 autres, et j'avais que 16 ans. Donc, pour eux, ça faisait un peu jeune. Sauf que mon père, à ce moment-là, il était sénateur ou en tout cas en politique de devant, bien en vue, et que le gouvernement alors considérait qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait pour retenir ses enfants. Donc il fallait le punir. En gros, c'est comme ça qu'on l'a lu, à travers les enfants. Donc moi j'ai échappé à la prison elle-même, mais j'ai été gardé au lycée, même quand les autres étaient partis. Avec quelques-uns, on était encore gardés pour passer au palais de justice. Au palais de justice, on m'a lâché avec d'autres. Et retenu 5 ou 6 qui devaient aller en prison. Ils ont passé 3 mois, 1 mois, 3 mois. Donc mars, avril, c'était fini. On avait repris les cours et on allait donc préparer les examens en mai. Puis on entend, en France, ils font comme nous. C'est la guerre, les étudiants se lèvent, ils cassent tout. Vous voyez qu'on avait raison, nous aussi. Mais, pour nous, on a servi d'exemple à cette époque-là. Et ça nous enthousiasmait davantage de voir que ce qu'on a fait est repris ailleurs. Mais il s'avère que, comme tu disais, l'origine de chaque mouvement est spécifique. Et c'est les uns qui servent, c'est les événements qui se passent à des endroits qui servent à d'autres endroits. Mais comme chez nous, c'était l'histoire de la lutte anticoloniale et le fait qu'on nous ait considérés comme des moins que rien face aux Blancs, alors que c'est les Comoriens qui étaient là, Comoriens ou pas Comoriens, tous ceux qui étaient là qui ont été secourir les gens. On n'a pas regardé la race à ce moment-là. Il y avait peut-être des Français, il y avait peut-être des Comoriens, il y avait peut-être... voilà. Mais cette vision coloniale de cette populace, c'est ça qui nous a révoltés en 68 et qui a fait que notre mouvement a abouti à la revendication aussi d'indépendance
a aidé à cette revendication. Elle est partie constitutive du mouvement qui est allé jusqu'au référendum de 71. On ne peut que faire le lien des événements qui ont causé d'autres événements. Et ainsi, l'histoire des Comores va comme ça jusqu'en 68, 74. 74, ça a été la date du référendum, le 22 décembre. Mais en 71, 72, il y a eu des accords, il y a eu des tractations entre la France et les Comores. Et nous, on avait commencé à s'éveiller. Donc notre 68 à nous, aujourd'hui, je lui rends l'hommage qui lui est dû. Il a fait partie de l'histoire des Comores en tant que partie constitutive de la lutte pour l'indépendance des Comores. Et pas du tout une imitation de 68 en France. Il prend place dans toutes les révoltes de ces années-là. Absolument. En 67, c'était en Guadeloupe. En 68, c'était aussi la constitution des foulards rouges en Nouvelle-Calédonie. C'est des années, et pas spécifiquement en France. Voilà. Et à cette époque-là, c'est comme quand on a le mouvement pour l'indépendance des Comores, il venait des indépendances africaines. C'est l'exemple des indépendances africaines qui a fait demander à ce qu'on devienne indépendant aussi. Donc l'histoire, là où on a tort dans la lecture des événements qui se passent de par le monde, c'est d'être nombriliste. On devrait chaque fois se situer dans le contexte général, je voudrais dire, et international. Voilà. Bon, maintenant il reste à espérer qu'un jour tu vas te mettre à écrire tout ça. Oui, oui. Mais c'est vrai que dans notre discussion sur 68, ça m'a fait déjà revenir sur ce que je pensais, et depuis j'ai avancé dans la réflexion là-dessus, disant que c'est vrai que 68 en France, c'était un grand moment qui a ouvert des voies en France, pour le peuple de France, mais 68 aux Comores, ça a été un grand moment qui a ouvert des perspectives pour le peuple des Comores.